Une petite fille entre dans un café et demande d'une voix tremblante à un homme riche d'épouser sa mère. Il est choqué, ressentant le poids d'une demande qu'aucun enfant ne devrait avoir à faire. En enquêtant, il découvre que la mère et la fille vivent cachées d'un agresseur cruel et de la déportation. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. En continuant, le soleil printanier de Paris inondait la terrasse du Café des Artistes, niché dans le quartier du Marais. C'était l'un de ces matins où la capitale française semblait s'étirer paresseusement, offrant aux passants une douceur presque méridionale. Assis à sa table habituelle, Mathieu Devreau, 42 ans, propriétaire d'une chaîne de galeries d'art réputée, consultait les derniers chiffres de ses investissements tout en savourant son café noir. Sa silhouette élégante, habillée d'un costume sur mesure, dégageait cette assurance tranquille des hommes qui ont bâti leur empire pierre par pierre. Chaque matin, depuis 2 mois, il venait s'installer à cette même table, attrapant parfois le regard fuyant de la serveuse qui lui apportait son café. Elle s'appelait Élodie Mercier, une femme d'une trentaine d'années, au visage délicat marqué par une fatigue qu'elle tentait de dissimuler sous un sourire professionnel. Ce jour-là, comme les précédents, elle avait déposé la tasse devant lui avec cette grâce discrète qui l'intriguait, avant de s'éclipser vers d'autres clients. Mathieu n'était pas homme à s'attarder sur les employés des établissements qu'il fréquentait, mais quelque chose chez cette femme avait capté son attention dès le premier jour. Peut-être était-ce cette dignité silencieuse qu'elle portait comme un manteau invisible, ou cette mélancolie qui voilait parfois son regard quand elle pensait que personne ne l'observait. « Monsieur ?» Une petite voix le tira de ses réflexions. Devant lui se tenait une fillette aux cheveux châtains, noués en une tresse imparfaite, ses grands yeux bleus le fixant avec une intensité déconcertante. Elle ne devait pas avoir plus de 7 ans. « Est-ce que vous pourriez vous marier avec ma maman ?» La question, posée d'une voix tremblante mais déterminée, figea Mathieu sur place. Habitué à négocier des contrats de millions d'euros sans sciller, il se retrouvait soudain désarmé face à cette requête enfantine. « Pardon ?» fut tout ce qu'il parvint à articuler, croyant avoir mal entendu. La petite fille fouilla dans la poche de sa robe et en sortit un papier froissé qu'elle déplia soigneusement avant de le lui tendre. « J'ai écrit pourquoi ici. C'est parce que sinon on va devoir partir très loin. » Sur le papier, une écriture maladroite parsemée de fautes d'orthographe expliquait « Ma maman et moi, on a besoin d'un mari pour rester en France. Vous êtes gentil et riche. S'il vous plaît, aidez-nous. Juliette, mon Dieu. » Élodie venait d'apercevoir sa fille et se précipitait vers leur table, le visage décomposé par l'embarras et la peur. Elle saisit la main de l'enfant, la tirant doucement mais fermement vers elle. « Je suis terriblement désolé, monsieur. Ma fille a parfois une imagination débordante. » Ses mains tremblaient. Dans son agitation, elle renversa la serviette posée sur la table. Mathieu remarqua alors les marques sur son poignet, des ecchymoses jaunâtres, qu'elle s'empressa de dissimuler en tirant sur sa manche. « Ce n'est rien, » répondit-il, observant attentivement la scène qui se déroulait devant lui. C'est à cet instant précis qu'il l'a reconnue véritablement. 3 ans plus tôt, lors d'une exposition dans sa galerie principale, elle avait travaillé comme serveuse pour le traiteur. Il se souvenait de son sourire, plus lumineux alors, et de leur brève conversation sur monnaie. Comment avait-elle pu changer à ce point? « Juliette, on ne dérange pas les clients avec des histoires, » murmurait Élodie à sa fille, évitant soigneusement le regard de Mathieu. « Mais maman, tu as dit qu'on allait devoir partir à cause de Rémi si on ne trouvait pas une solution, » protesta l'enfant avec la franchise désarmante propre à son âge. Le visage d'Élodie se figea, comme si sa fille venait de révéler un secret terrible. « Va m'attendre dans la cuisine, » ordonna-t-elle doucement. « Je dois m'excuser auprès de monsieur Devreau. » Juliette s'éloigna à contre-cœur, jetant un dernier regard plein d'espoir vers Mathieu. « Je suis vraiment navrée, » commença Élodie, la voix à peine audible. « Ma fille traverse une période difficile et invente des histoires. Elle n'invente rien, n'est-ce pas ?» interrompit doucement Mathieu. Leurs regards se croisèrent enfin, vraiment, pour la première fois. Dans les yeux d'Élodie, il vit une peur viscérale, celle d'une femme traquée. Elle resta silencieuse, comme pétrifiée. « Asseyez-vous un instant, proposa-t-il en désignant la chaise face à lui. « Je ne peux pas. Je travaille.
répondit-elle automatiquement. Juste 2 minutes, s'il vous plaît. À contre-cœur, elle s'assit au bord de la chaise, prête à se lever au moindre appel. Je me souviens de vous, dit Mathieu. L'exposition Impressionnisme et Modernité, il y a 3 ans. Vous m'aviez parlé des nymphéas de Monet avec une passion rare. Une lueur de surprise traversa le regard d'Élodie. Vous vous souvenez de ça? Difficile d'oublier quelqu'un qui cite Proust en servant du champagne, sourit-il. Que s'est-il passé? Depuis? Elle secoua légèrement la tête. La vie, simplement. Puis, se ressaisissant, je dois retourner travailler. Encore toutes mes excuses pour le dérangement. Alors qu'elle se levait, Mathieu prit une décision impulsive, lui qui calculait habituellement chaque mouvement. Attendez, voici ma carte. Si vous avez besoin d'aide, n'importe quelle aide, appelez-moi. Élodie regarda la carte comme si c'était un objet dangereux. Je n'ai pas besoin de charité, monsieur Devrault. Ce n'est pas de la charité, répondit-il avec une sincérité qui le surprit lui-même. Disons que c'est une conversation reportée sur les impressionnistes. Un mince sourire effleura les lèvres d'Élodie avant de s'évanouir. Elle prit la carte du bout des doigts et la glissa dans sa poche avant de s'éloigner vers les cuisines. Resté seul, Mathieu contempla sa tasse de café désormais froide. La requête de l'enfant résonnait encore dans son esprit. Il avait croisé des centaines de personnes en difficulté sans jamais s'arrêter. Pourquoi cette femme et sa fille l'avaient-elles touché à ce point? Ce soir-là, dans son appartement, luxueux avec vue sur la Seine, Mathieu ne parvenait pas à se concentrer sur les dossiers qui l'attendaient. L'image d'Élodie et de sa fille s'imposait à lui, accompagnée d'une sensation dérangeante, comme si un mystère important se jouait juste sous ses yeux. Il fit ce qu'il savait faire de mieux, agir méthodiquement. Quelques appels discrets, à des contacts bien placés, lui apprirent qu'Élodie Mercier, 34 ans, vivait dans un petit appartement à Belleville. D'origine française, elle avait pourtant un problème administratif complexe. Née à l'étranger de parents français, un vice de procédure dans sa déclaration de naissance la plaçait dans une situation précaire. Sans acte de naissance. Valide, ses papiers d'identité étaient contestés. Son compagnon, Rémi Vidal, semblait avoir un passé trouble, avec plusieurs signalements pour comportements violents. Mathieu apprit également qu'Élodie travaillait non seulement au café, le matin, mais aussi comme femme de ménage dans un hôtel l'après-midi. 2 emplois pour à peine subsister. Le lendemain matin, il retourna au café des artistes, s'installant à la même table. Quand Élodie vint lui servir son café, il remarqua qu'elle portait un foulard qui dissimulait son cou malgré la chaleur printanière. « Avez-vous réfléchi à ma proposition ?» demanda-t-il calmement. « Quelle proposition exactement ?» répondit-elle avec une méfiance évidente. « Celle de vous aider. » Élodie jeta un regard nerveux autour d'elle. « Je termine mon service à 14 heures, murmura-t-elle finalement avant de s'éloigner. 14 heures précises, Mathieu l'attendait dans sa voiture, une berline discrète mais luxueuse. Élodie sortit du café, vérifia plusieurs fois les alentours avant de se diriger vers lui. « Montez », dit-il en ouvrant la portière passager. Elle hésita un instant, puis monta, serrant son sac contre elle comme un bouclier. « Je ne peux pas être en retard à mon 2e travail », précisa-t-elle immédiatement. « Je vous y déposerai, promit Mathieu en démarrant. Mais avant, j'aimerais comprendre pourquoi votre fille pense que vous avez besoin d'un mari pour rester en France. » Le silence s'installa, lourd de non-dits. Finalement, Élodie soupira. « Ma situation est compliquée. J'ai tout mon temps, » répondit simplement Mathieu, conduisant lentement le long des quais de Seine, offrant à leur conversation l'intimité d'un trajet sans destination. Et c'est ainsi, dans cette voiture luxueuse traversant Paris, qu'Élodie commença à raconter son histoire, sans savoir que ce moment allait changer leur vie à tous les 3 pour toujours. La voiture de Mathieu longeait la Seine tandis qu'Élodie, les mains crispées sur son sac, commençait son récit d'une voix hésitante. « Je suis né à Bucarest pendant que mes parents y travaillaient temporairement. Ils étaient chercheurs en archéologie et passèrent leur vie entre la France et l'étranger. À leur retour en France, il y a eu un problème avec ma déclaration de naissance, une simple erreur administrative. » Elle marqua une pause, observant « les péniches amarrées le long des quais. Pendant des années, ça n'a posé aucun problème. J'ai grandi normalement, étudié l'histoire de l'art à la Sorbonne.
J'ai même travaillé dans une maison de vente aux enchères pendant quelques temps. Mathieu l'écoutait attentivement, surpris par ce parcours qui ne correspondait pas à l'image de la serveuse épuisée qu'il côtoyait chaque matin. « Que s'est-il passé ensuite » demanda-t-il doucement. « J'ai rencontré Rémi lors d'une vente. Il était charmant, cultivé, passionné, d'art comme moi, un vrai conte de fées au début. Son visage s'assombrit. Puis mes parents sont décédés dans un accident. Rémi est devenu différent, contrôlant. Il a commencé à critiquer mon travail, mes amis, ma façon de m'habiller. J'ai découvert qu'il avait des dettes importantes. Quand je suis tombée enceinte de Juliette, j'ai voulu le quitter, mais c'est là que les problèmes administratifs ont ressurgi. Elle dénoua légèrement son foulard, révélant des marques sur son cou. Lors du renouvellement de ma carte d'identité, l'administration a découvert l'irrégularité de mon acte de naissance. D'un jour à l'autre, je me suis retrouvée sans papier valide. Rémi a vu là une opportunité. Sans papier, je ne pouvais plus travailler officiellement. Je suis devenue dépendante de lui. Et quand j'ai voulu partir, malgré tout, elle effleura les marques sur son cou. Il m'a fait comprendre que sans lui, je n'étais rien, que les autorités me renverraient en Roumanie et me sépareraient de Juliette, qui est née ici et a la nationalité française. Mathieu serra le volant, contenant sa colère. Pourquoi ne pas porter plainte pour les violences? Sans papier, la première chose qu'on me demanderait serait ma carte d'identité, et Rémi a des relations dans la police locale. Il me l'a suffisamment rappelé. Le silence s'installa à nouveau dans la voiture. Mathieu réfléchissait intensément. « Vous avez besoin d'un avocat spécialisé en droit administratif, » dit-il finalement. « Je connais quelqu'un d'excellent. » Élodie eut un rire amer. « Avec quel argent? Je gagne à peine assez pour notre loyer et la nourriture. »« Je peux m'en charger. » Elle se tourna vers lui, méfiante. « Pourquoi feriez-vous cela? Vous ne me connaissez même pas. »« Disons que j'admire votre courage, » répondit-il simplement, « et que j'ai les moyens d'aider. »« Les hommes comme vous n'aident jamais gratuitement, » murmura-t-elle, le regard à nouveau tourné vers la fenêtre. Ces mots le blessèrent plus qu'il ne l'aurait imaginé. « Je ne vous demande rien en retour, Madame Mercier. »« Excusez-moi, » dit-elle après un moment. « L'expérience m'a appris à me méfier des solutions miraculeuses. » Ils arrivèrent devant l'hôtel où travaillait Élodie. Elle s'apprêtait à descendre quand Mathieu lui tendit une carte différente de celle de la veille. « C'est l'adresse de mon avocat. Il vous attend demain à 10 heures. Je lui ai déjà parlé de votre situation. » Elle prit la carte, hésitante. « Je travaille demain matin. J'ai également parlé au propriétaire du café. Vous avez votre journée. » Élodie fronça les sourcils. « Vous avez parlé à mon patron? De quel droit? » Je lui ai simplement dit que j'avais besoin de vous pour une expertise sur une œuvre. Il était ravi de me rendre ce service. Devant son expression, il ajouta « Je suis un client important. Je n'aime pas qu'on organise ma vie sans me consulter, » dit-elle froidement. « Je comprends, mais le temps presse, n'est-ce pas? Votre fille a mentionné que vous deviez partir bientôt. » La mention de Juliette sembla la ramener à la réalité de sa situation. Elle soupira vaincue. « D'accord, j'irai voir votre avocat demain. Je passerai vous chercher à 9h30. » Elle secoua la tête. « Non, j'irai par mes propres moyens. » Mathieu respecta sa décision et la regarda s'éloigner vers l'entrée de service de l'hôtel, sa silhouette mince disparaissant dans l'ombre du bâtiment. Le lendemain, à sa grande surprise, Élodie se présenta au cabinet de maître Laurent Duval, l'un des meilleurs avocats de Paris en matière de droit des étrangers. Mathieu l'attendait dans la salle d'attente, feuilletant distraitement un magazine. « Vous êtes venu, » constata-t-il avec un sourire. « Pour Juliette, » précisa-t-elle. « Uniquement pour elle. » L'entretien avec l'avocat fut long et complexe. Élodie expliqua sa situation, montrant les quelques documents qu'elle possédait encore, son ancien passeport périmé, son acte de naissance contesté, des bulletins scolaires, des diplômes. « Votre cas est effectivement particulier, » conclut maître Duval. « Vous n'êtes pas techniquement une étrangère, mais vous vous retrouvez dans un vide juridique à cause de cette erreur administrative. La bonne nouvelle est que nous pouvons rectifier cela. La mauvaise, c'est que cela prendra du temps, plusieurs mois, peut-être un an. »« Je n'ai pas un an, » murmura Élodie. « Rémi menace de me dénoncer aux autorités si je ne reviens pas vivre avec lui. Il dit qu'il obtiendra la garde exclusive de Juliette. » L'avocat et Mathieu échangèrent un regard.
Il existe une solution plus rapide, avança prudemment maître Duval. Le mariage avec un citoyen français faciliterait grandement les démarches. Cela vous permettrait d'obtenir rapidement des papiers provisoires en attendant la régularisation définitive de votre situation. Élodie se figea. « C'est pour ça que vous m'avez amené ici », demanda-t-elle à Mathieu, la voix tremblante de colère. « Pour me proposer un marché, un mariage contre votre aide ?» « Ce n'était pas mon intention, » se défendit Mathieu. « L'avocat expose simplement toutes les options. » « Madame Mercier, » intervint maître Duval, « personne ne vous suggère un mariage blanc. Je vous présente simplement les différentes possibilités juridiques. » Élodie se leva brusquement. « Je dois partir, j'ai promis à Juliette de la retrouver à la sortie de l'école. » Sans attendre de réponse, elle quitta le bureau, laissant Mathieu désemparé. « Elle a peur, » commenta l'avocat, « et on ne peut pas l'en blâmer. »« Que puis-je faire » demanda Mathieu. « Lui laisser du temps et lui montrer que vous êtes digne de confiance. » Cette nuit-là, Mathieu ne trouva pas le sommeil. L'image d'Élodie, sa fierté intacte malgré sa situation désespérée, le hantait. Il avait l'habitude de résoudre les problèmes avec son argent ou son influence, mais ici, ses outils semblaient inefficaces face à la méfiance légitime de cette femme. Le lendemain, il ne se rendit pas au Café des Artistes, préférant lui laisser l'espace dont elle avait besoin. À la place, il convoqua son équipe juridique et leur demanda de trouver toutes les solutions possibles pour aider quelqu'un dans la situation d'Élodie, sans passer par le mariage. 3 jours plus tard, alors qu'il travaillait dans son bureau, sa secrétaire l'informa qu'une petite fille demandait à le voir. Elle dit s'appeler Juliette et que c'est très important, précisa-t-elle perplexe. Mathieu sentit son cœur s'accélérer. « Faites-la entrer. » Juliette apparut dans l'encadrement de la porte, ses cheveux toujours noués en cette tresse imparfaite, portant un petit sac à dos usé. Elle avança timidement dans le vaste bureau. « Bonjour, monsieur. Je suis venue toute seule en métro, » annonça-t-elle fièrement. « Ta maman sait que tu es ici ?» S'inquiéta immédiatement Mathieu. Juliette secoua la tête. « Elle travaille. Mais c'est une urgence. Rémi est revenu hier soir. Il a crié très fort et a cassé des choses. Maman a dit qu'on devait faire nos valises parce qu'on n'avait plus le choix. On doit partir ce soir. » Mathieu sentit une vague de panique le submerger. « Où est ta mère maintenant, Juliette ?»« Au café. Elle finit à 14h aujourd'hui. » Il regarda sa montre. « 13h15. Comment m'as-tu trouvé ?»« J'ai regardé votre carte dans les affaires de maman, » répondit-elle avec la logique implacable des enfants. « Et puis j'ai demandé à la dame de l'accueil. » Mathieu prit une décision instantanée. « Viens, je te ramène auprès de ta mère. » En chemin vers le café, Juliette lui raconta avec une précision déchirante la vie quotidienne avec Rémi. Les cris, les objets brisés, sa mère qui la faisait se cacher dans la salle de bain quand ça devenait mauvais. Elle parla aussi des moments où sa mère lui lisait des histoires, des promenades au parc quand Rémi n'était pas là, et de leur rêve de vivre tranquillement, juste toutes les deux. « Maman a dit que ce serait bien si on pouvait vivre dans une maison avec un jardin un jour, » confia Juliette. « Pas tout de suite, mais un jour, pour que je puisse avoir un chat. » Lorsqu'ils arrivèrent au café, Élodie était en train de servir une table. En les apercevant, elle laissa tomber son plateau, répandant verres et tasses sur le sol. Elle se précipita vers sa fille. « Juliette, mon Dieu, où étais-tu? J'étais morte d'inquiétude. » Elle serrait sa fille contre elle, tremblante, puis leva un regard accusateur vers Mathieu. « Je n'y suis pour rien, » se défendit-il. « Elle est venue me trouver à mon bureau. » Le patron du café s'approcha, visiblement mécontent du désordre. « Élodie, qu'est-ce qui se passe ?»« Je suis désolé, Philippe, ma fille avait disparu de l'école. »« Règle ça et nettoie ce désastre. » grommela-t-il avant de retourner au comptoir. « Je dois travailler, » murmura Élodie, désemparée. « L'école a appelé, mais je ne pouvais pas partir. »« Je peux garder Juliette jusqu'à la fin de votre service, » proposa Mathieu. « Non, » répondit-elle, catégoriquement. Puis, adoucissant son ton, elle va s'asseoir dans un coin de la cuisine comme d'habitude. « Maman, » intervint Juliette, « j'ai dit à monsieur Mathieu pour Rémi et les valises. » Le visage d'Élodie pâlit. Elle s'accroupit pour être à la hauteur de sa fille. « Juliette, on avait dit que c'était notre secret. Mais il peut nous aider, maman, il est riche et gentil. » Élodie ferma brièvement les yeux, comme pour rassembler ses forces.
Puis elle se releva et affronta le regard de Mathieu. « À 14 heures. Derrière le café, dit-elle simplement avant de retourner à son travail, emmenant Juliette avec elle. À 14 heures précises, Mathieu attendait dans la ruelle derrière le café. Élodie apparut, tenant fermement la main de Juliette. « Vous aviez raison, admit-elle sans préambule. Nous n'avons plus beaucoup de temps. »« Laissez-moi vous aider, » plaida Mathieu. « Vraiment vous aider sans condition. » Elle le fixa longuement comme si elle cherchait à lire en lui. « Pourquoi ? Pourquoi vous souciez-vous tant de nous ?» Mathieu hésita puis décida d'être honnête. « Je ne sais pas exactement. Peut-être parce que votre fille a eu le courage de me demander quelque chose que personne ne m'a jamais demandé. Peut-être parce que, malgré tout ce que vous traversez, vous gardez cette dignité qui force le respect. Ou peut-être simplement parce que, pour une fois dans ma vie, je peux faire quelque chose qui compte vraiment. » Un long silence s'installa, rompu finalement par Juliette. « Alors vous allez vous marier avec maman ?» Les deux adultes se regardèrent, surpris par la persistance de l'enfant. Le soleil commençait à décliner sur Paris lorsque Mathieu, Élodie et Juliette entrèrent dans l'appartement que l'homme d'affaires avait mis à leur disposition. Situé dans le 16e arrondissement, il s'agissait d'un pied-à-terre qu'il gardait pour ses associés étrangers. « C'est temporaire », précisa-t-il en ouvrant les volets, « juste le temps que nous trouvions une solution. » Élodie restait figée. Dans l'entrée, son petit sac de voyage à la main, comme si franchir le seuil représentait un engagement qu'elle n'était pas prête à prendre. Juliette, en revanche, explorait déjà l'appartement avec l'enthousiasme propre à son âge. « Maman, il y a une chambre rose, avec des livres partout. » « C'était la chambre de ma nièce quand elle venait me rendre visite, » expliqua Mathieu avec un sourire. « Elle a grandi depuis, mais j'ai gardé la décoration. » Élodie déposa enfin son sac, acceptant tacitement l'hospitalité offerte. « C'est temporaire, » répéta-t-elle, comme pour se convaincre elle-même. « Le temps de trouver une solution. »« Bien sûr, » acquiesça Mathieu. « Personne ne saura que vous êtes ici, pas même Rémi. » À la mention de ce nom, une ombre traversa le visage d'Élodie. Dans leur fuite précipitée, elle avait laissé derrière elle presque toutes leurs affaires, emportant seulement les papiers importants et quelques vêtements. Rémi, découvrant leur disparition, serait furieux. « Je devrais chercher un nouvel emploi dès demain, » dit-elle pragmatique. « Nous ne pouvons pas dépendre de votre générosité indéfiniment. Prenez quelques jours pour vous installer, » suggéra Mathieu, « et pour réfléchir à la proposition de l'avocat. Le mariage. » Cette solution radicale flottait entre eux depuis leur rencontre avec Maître Duval, non formulée mais omniprésente. « Je ne peux pas accepter, » murmura Élodie. « Ce serait abuser de votre bonté. Ce serait une solution pratique à un problème administratif, » corrigea Mathieu. « Rien de plus. » Juliette revint dans le salon tenant un livre illustré qu'elle avait trouvé dans sa nouvelle chambre. « C'est quoi une solution pratique ?» demanda-t-elle innocemment. Élodie échangea un regard avec Mathieu. « C'est une conversation d'adulte, ma chérie. Va explorer ta chambre pendant que nous discutons. » Une fois l'enfant reparti, elle se tourna vers Mathieu, les bras croisés dans une posture défensive. « Soyons clairs, » dit-elle d'une voix ferme. « Si, et je dis bien si, j'acceptais cette solution, ce serait uniquement administratif. Pas de faux semblants romantiques, pas d'attente particulière. » Mathieu hocha la tête, comprenant parfaitement le sous-entendu. « Je vous donne ma parole. Un arrangement purement légal, le temps de régulariser votre situation. Je garderai mes emplois, » continua-t-elle. « Je ne veux pas dépendre financièrement de qui que ce soit, comme vous le souhaitez. Et si jamais vous, » elle chercha ses mots, « si jamais vous vous comportiez comme Rémi, de quelque manière que ce soit, ce serait terminé immédiatement. » La dureté de cette comparaison le blessa, mais il n'en montra rien. « Je comprends vos craintes, Élodie, mais je ne suis pas lui. » Un silence s'installa entre eux, empli de non-dits et d'appréhension. Finalement, Élodie soupira. « Laissez-moi quelques jours pour y réfléchir. Cette décision n'affecte pas que moi. »« Bien sûr, » acquiesça Mathieu. « Je vous laisse vous installer. Le réfrigérateur est plein et voici les clés de l'appartement. » Il déposa un trousseau sur la table basse. « Je reviendrai demain soir prendre de vos nouvelles, si vous le permettez. » Élodie hocha simplement la tête, et Mathieu prit congé, la laissant seule avec sa fille et ses doutes.
Les jours suivants furent pour Élodie un étrange mélange d'angoisse et de calme retrouvé. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas à craindre les sautes d'humeur de Rémi, ni à calculer le moindre centime pour survivre jusqu'à la fin du mois. Juliette s'épanouissait dans ce nouvel environnement, dévorant les livres de la bibliothèque et dessinant des heures durant. Quant à Mathieu, fidèle à sa parole, il se montrait respectueux de leur espace, ne venant que pour de courtes visites en soirée, apportant parfois des pâtisseries ou un nouveau livre pour Juliette. Un soir, alors que l'enfant était couché, Élodie aborda finalement le sujet qui planait entre eux. « J'ai réfléchi à votre proposition, dit-elle, en servant le thé que Mathieu avait apporté. J'accepte, mais j'ai des conditions. » Mathieu l'observa attentivement, surpris par sa décision mais admiratif de sa détermination. « Je vous écoute. Premièrement, ce mariage reste strictement confidentiel. Aucune annonce, aucune célébration. Juste vous, moi et les papiers à signer. Bien sûr. Deuxièmement, nous établirons un contrat clair stipulant qu'il s'agit d'une union temporaire, jusqu'à ce que ma situation soit régularisée, avec une clause de séparation immédiate si l'un de nous le souhaite. Je demanderai à Maître Duval de préparer cela, acquiesça-t-il. Troisièmement, continua-t-elle, je refuse que vous subveniez à tous nos besoins. Je trouverai un nouvel emploi et contribuerai aux dépenses. Mathieu sourit légèrement. Votre fierté vous honore, Élodie, mais je possède plusieurs propriétés à Paris. Cet appartement me coûte le même prix, que vous y habitiez ou... Non. Néanmoins, j'insiste pour participer d'une manière ou d'une autre. Comme vous voudrez, concéda-t-il. Y a-t-il autre chose? Élodie hésita, puis ajouta d'une voix plus douce, « Oui, merci, pour tout ce que vous faites pour nous. » Ce simple remerciement, le premier qu'elle lui adressait vraiment, toucha Mathieu plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. 2 semaines. Plus tard, par une matinée pluvieuse, il se tenait devant l'officier d'état civil d'une mairie discrète de banlieue. Pas de fleurs, pas d'alliance, pas d'invité hormis Juliette qui, dans sa robe du dimanche, observait la scène avec un sourire radieux. Maître Duval était présent en tant que témoin, accompagné de la secrétaire de Mathieu, Madame Moreau, une femme d'une discrétion absolue. « Monsieur Mathieu Devreau, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Élodie Mercier ?» demanda l'officier d'un ton monotone. « Oui », répondit simplement Mathieu, vêtu d'un costume sombre mais sans cravate pour maintenir une certaine informalité. « Madame Élodie Mercier, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Mathieu Devreau ?» Élodie, dans une robe bleu pâle qu'elle avait achetée la veille, hésita un instant. Son regard croisa celui de sa fille, puis celui de Mathieu. « Oui », dit-elle finalement. « Je vous déclare unis par les liens du mariage. » Aucun baiser ne fut échangé, juste une poignée de main ferme comme pour sceller un accord commercial. Juliette, ne comprenant pas tout à fait ce protocole adulte, vint spontanément enlacer les jambes de Mathieu. « Ça veut dire que je peux t'appeler papa maintenant ?» demanda-t-elle innocemment. Un silence gêné s'installa. Élodie s'apprêtait à intervenir quand Mathieu s'accroupit pour se mettre à la hauteur de l'enfant. « Tu peux m'appeler Mathieu pour l'instant, » répondit-il avec douceur. « Nous apprendrons à nous connaître petit à petit, d'accord ?» Juliette hocha la tête, satisfaite de cette réponse. Sur le chemin du retour, dans la voiture conduite par le chauffeur de Mathieu, un silence étrange régnait. Élodie contemplait l'alliance temporaire qu'elle avait accepté de porter pour la cérémonie et qu'elle retirerait probablement une fois rentrée. « Comment vous sentez-vous, Madame Devreau ?» demanda Mathieu, tentant de détendre l'atmosphère. « Étrange, admit-elle, comme si j'avais signé un pacte avec le diable, mais un diable étonnamment prévenant. » Il sourit à cette comparaison. « Je ferai de mon mieux pour être le diable. » Le plus accommodant possible. Un léger sourire apparut sur les lèvres d'Élodie, peut-être le premier véritable sourire qu'il voyait sur son visage. Dans les jours qui suivirent, une routine s'établit progressivement. Mathieu continuait à vivre dans son propre appartement, mais passait régulièrement prendre des nouvelles. Élodie avait trouvé un emploi dans une petite librairie du quartier, un travail moins épuisant que ses précédents, et qui lui permettait d'être présente quand Juliette rentrait de l'école. L'enfant inscrite dans un établissement privé proche, Mathieu avait insisté pour couvrir les frais de scolarité, s'épanouissait visiblement. Un soir, alors que Mathieu s'apprêtait à partir après avoir dîné avec elle, Juliette lui tendit un dessin. « C'est pour toi, dit-elle fièrement. C'est nous 3 dans le jardin dont maman parle toujours.
Le dessin représentait 3 figures stylisées devant une maison avec un grand arbre et un chat orange. Mathieu le contempla longuement, étrangement ému par cette inclusion dans leur rêve familial. « C'est magnifique, Juliette. Je vais l'accrocher. » Dans mon bureau. Après avoir bordé l'enfant, il retrouva Élodie dans le salon, préparant du thé. « Elle s'attache à vous, dit-elle, avec une pointe d'inquiétude. J'espère qu'elle comprend que cet arrangement est temporaire. » « Les enfants sont plus intuitifs qu'on ne le pense, répondit Mathieu. Mais il est vrai que la situation peut être confuse pour elle, Élodie. Soupira, servant le thé dans des tasses délicates. Parfois, je me demande si j'ai pris la bonne décision. Toute cette mascarade. Est-ce vraiment une mascarade? Demanda doucement Mathieu. Vous êtes en sécurité. Juliette s'épanouit. Et vous commencez à reconstruire votre vie. Mais sur quel fondement? Un mensonge légal. Peut-être. Ou peut-être sur l'entraide et le respect mutuel. Ce n'est pas si courant dans beaucoup. De mariage réel. Élodie le considéra un moment comme si elle le voyait sous un jour nouveau. Vous n'êtes pas ce que j'imaginais, Mathieu Devrault. Et qu'imaginiez-vous? Un homme d'affaires froid, calculateur, habitué à tout contrôler. Oh, je suis certainement tout cela, admit-il avec un sourire en coin, mais peut-être pas uniquement cela. Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone de Mathieu. En voyant le numéro, son visage se tendit imperceptiblement. « Excusez-moi, je dois prendre cet appel. » Il s'éloigna dans le couloir, parlant à voix basse. Lorsqu'il revint, son expression était grave. « Nous avons un problème. Rémi Vidal a déposé une plainte officielle, accusant notre mariage d'être une fraude. Il prétend avoir des preuves que notre union n'a d'autre but que de contourner la loi. » Le visage d'Élodie se décomposa. Comment a-t-il su? Je l'ignore. Mais les services de l'immigration vont probablement ouvrir une enquête. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Des interrogatoires séparés, probablement. Ils voudront vérifier que nous vivons réellement ensemble, que nous connaissons les habitudes l'un de l'autre, des détails intimes que seul un vrai couple partagerait. Élodie pâlit davantage. Mais nous ne vivons pas ensemble. Nous ne sommes pas un vrai couple. Pas encore, dit Mathieu pensif. Mais nous pourrions apprendre à le devenir, du moins en apparence. Que suggérez-vous? Que je m'installe ici dans la chambre d'amis, que nous passions du temps ensemble, à apprendre à nous connaître vraiment, nos habitudes, nos goûts, nos manies, tout ce qu'un couple marié saurait l'un de l'autre. Élodie semblait hésiter, tiraillée entre la peur des conséquences et la réticence à franchir cette nouvelle étape d'intimité. « Nous n'avons pas le choix, n'est-ce pas ?» dit-elle finalement. « Nous avons toujours le choix, Élodie, mais certains sont plus risqués que d'autres. » Elle le fixa longuement, pesant intérieurement le pour et le contre. Puis, avec un soupir résigné mais déterminé, elle hocha la haie. « Tête, très bien, installez-vous. Devenons un couple modèle sur le papier. » Ce qu'ils ignoraient tous deux, c'est que cette décision allait transformer leur arrangement pratique en quelque chose de bien plus complexe, les forçant à confronter des sentiments qu'ils n'avaient pas prévus dans leur contrat soigneusement établi. Les premiers jours de cohabitation furent marqués par une politesse exagérée et une distance minutieusement calculée. Mathieu avait fait livrer ses affaires essentielles, occupant discrètement la chambre d'amis, sans jamais envahir l'espace d'Élodie. Ils élaborèrent un planning précis pour la salle de bain, les repas, l'utilisation des espaces communs, comme des colocataires de scrupuleux plutôt que des époux. Juliette, en revanche, était ravie de cette nouvelle organisation. Chaque matin, elle se précipitait dans la cuisine où Mathieu préparait déjà le café, lui racontant ses rêves de la nuit avec une confiance absolue. Il l'écoutait attentivement, lui posant des questions qui la faisaient rire sous le regard mi-attendri, mi-inquiet d'Élodie. Une semaine après l'installation de Mathieu, alors qu'ils déjeunaient ensemble un dimanche, la sonnette retentit de façon inattendue. « Vous attendez quelqu'un » demanda Élodie, tendue. Mathieu secoua la tête, se levant pour aller ouvrir. Dans l'entrée se tenaient 2 personnes en tenue civile, arborant des badges officiels. « Monsieur Devrault, service de l'immigration. Nous venons pour une vérification. Pas de résidence concernant votre mariage récent. » Mathieu garda son calme, les invitant à entrer d'un geste courtois. « Nous terminions justement de déjeuner. Souhaitez-vous vous joindre à nous pour un café ?» Les agents, un homme d'une 50aine d'années au visage impassible et une femme plus jeune au regard scrutateur,
entrèrent dans l'appartement, observant chaque détail avec une attention professionnelle. « Madame Devrault, je présume ?» dit la femme en apercevant Élodie qui s'était levée, pâle mais digne. « Oui, c'est moi, confirma-t-elle, serrant instinctivement Juliette contre elle. « Nous aimerions vous poser quelques questions, » expliqua l'agent. « Masculin. Séparément, si vous le permettez. » Élodie lança un regard inquiet à Mathieu, qui hocha imperceptiblement la tête pour la rassurer. « Juliette, ma chérie, » dit-elle doucement, « va dans ta chambre et termine ton dessin, d'accord? Maman doit parler avec ces personnes. » L'enfant, sentant la tension, obéit sans protester, non sans avoir lancé un regard suspicieux aux visiteurs. Mathieu fut interrogé dans le salon, tandis qu'Élodie répondait aux questions dans la cuisine. Les questions étaient intrusives, précises, cherchant à révéler la moindre incohérence dans leur récit conjugal. « Depuis combien de temps connaissez-vous votre épouse, monsieur Devrault? » « Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans, lors d'une exposition dans ma galerie, mais nous nous sommes retrouvés il y a quelques mois, au Café des Artistes. » Un mariage plutôt rapide, non? Quand on sait ce qu'on veut, pourquoi attendre? Répondit Mathieu avec un sourire rassuré. Dans la cuisine, Élodie subissait un interrogatoire similaire. Quelle est la routine matinale de votre mari, madame Devrault? Élodie hésita. Elle n'avait jamais prêté attention à ce détail. Il se lève tôt, prépare le café avant tout le monde. De quel côté du lit dort-il? Piège, ils ne partageaient pas le même lit. À droite, répondit-elle, rappelant avoir vu son oreiller de ce côté quand elle avait déposé du linge propre dans sa chambre. Sa boisson préférée? Un bourbon single malt, mais il n'en boit que rarement. Elle l'avait remarqué un soir où il s'était servi un verre après une journée particulièrement stressante. Les questions s'enchaînaient, de plus en plus personnelles, cherchant à les piéger sur des détails qu'un vrai couple connaîtrait. « Quel parfum porte votre femme ?» demandèrent-ils à Mathieu. Il sourit, confiant. Elle n'en porte pas. Elle utilise un savon à la lavande. C'est son odeur naturelle qui la caractérise. Dans la cuisine, la femme agent scrutait les réactions d'Élodie. « Votre mari a-t-il des cicatrices, des marques de naissance ?» Élodie sentit son cœur s'accélérer. Comment pourrait-elle connaître ce genre de détails intimes? Il a une petite cicatrice sur le poignet gauche. Un accident d'enfance, je crois. Elle priait intérieurement pour avoir deviné juste, se souvenant vaguement avoir aperçu une marque lorsqu'il retroussait ses manches pour faire la vaisselle. Après 1 heure d'interrogatoire exhaustif, les agents se retrouvèrent dans le salon. Ils échangèrent quelques notes, puis l'homme prit la parole. « Nous allons être francs avec vous. Votre mariage présente plusieurs caractéristiques typiques des unions de complaisance. La rapidité de votre engagement, la différence de statut social, le timing coïncidant avec les problèmes administratifs de Madame Mercier. Pardon, Madame Devrault. » Mathieu resta imperturbable. « Je comprends vos soupçons. Ils sont légitimes, mais notre relation n'a rien de frauduleux. Dans ce cas, vous ne verrez pas d'inconvénient à nous montrer votre chambre. » Élodie sentit le sol se dérober sous ses pieds. La chambre principale ne montrait aucun signe de présence masculine. « Bien sûr, » répondit calmement Mathieu, « suivez-moi. » À la surprise d'Élodie, il les conduisit vers sa chambre à elle. En ouvrant la porte, elle découvrit avec stupéfaction que des affaires de Mathieu y étaient disposées avec une subtile évidence. Une cravate sur le dossier d'une chaise, un livre de chevet clairement masculin, une montre sur la table de nuit du côté droit. Dans la salle de bain attenante, son rasoir et son après-rasage côtoyaient les produits d'Élodie. La femme agent inspecta la penderie où quelques costumes et chemises de Mathieu étaient suspendus parmi les vêtements d'Élodie. « Et où? »« Sont vos affaires les plus personnelles, madame ?» demanda-t-elle suspicieuse. « Dans la commode, » répondit promptement Élodie, jouant le jeu. « Mathieu est très ordonné. Il préfère que je garde mes choses dans les tiroirs. » Les agents poursuivirent leur inspection, vérifiant le réfrigérateur, les placards, cherchant des signes de vie commune authentiques. Ils semblaient particulièrement intéressés par les photos disposées dans le salon, montrant Mathieu, Élodie et Juliette dans diverses situations. Un pique-nique au parc, une sortie au musée, des moments quotidiens capturés avec naturel. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ces photos avaient été prises durant les dernières semaines, lors de sorties organisées précisément pour créer ces souvenirs visuels, anticipant une éventuelle enquête. Finalement, après avoir pris de nombreuses notes et photos,
Les agents prirent congé, non sans un dernier avertissement. Nous reviendrons pour un contrôle inopiné dans les prochaines semaines. D'ici là, votre dossier reste en examen. Une fois la porte refermée, Élodie s'effondra sur le canapé, tremblante. « Comment avez-vous su? Pour la chambre ?» Mathieu haussa les épaules. « J'ai déplacé quelques affaires ce matin, juste au cas où. Je m'excuse pour cette intrusion, mais c'était nécessaire. Les photos aussi, c'était calculé. Disons que j'ai anticipé cette visite. » Il s'assit face à elle. « Élodie, ils reviendront et ils seront encore plus vigilants. Nous avons peut-être passé ce premier test, mais le prochain sera plus difficile. »« Que suggérez-vous » demanda-t-elle, redoutant déjà la réponse. « Nous devons approfondir notre connaissance l'un de l'autre. Pas seulement les détails superficiels, mais tout ce qui fait de nous ce que nous sommes, nos rêves, nos peurs, nos habitudes les plus intimes. » Élodie détourna le regard. « Je ne suis pas sûre d'être prête à partager tout cela. »« Je comprends, » dit doucement Mathieu. « Mais c'est la seule façon de convaincre les autorités, et Rémi, que notre mariage est authentique. » Juliette apparut dans l'encadrement de la porte, les observant avec curiosité. « Ils sont partis, les gens pas gentils. »« Oui, ma chérie, » répondit Élodie en lui ouvrant les bras. « Viens là. » L'enfant se blottit contre sa mère, puis tendit la main vers Mathieu pour l'inclure dans leur étreinte. Après une légère hésitation, il les rejoignit, formant un tableau qui, pour la première fois, ressemblait véritablement à celui d'une famille. Cette nuit-là, alors que Juliette dormait profondément, Élodie retrouva Mathieu sur la terrasse de l'appartement. Il contemplait les lumières de Paris, un verre de Bourbon à la main. « Vous aviez raison, dit-elle en s'approchant. Pour le Bourbon. » Il sourit légèrement. « Et vous pour la cicatrice au poignet. Comment l'avez-vous su ?»« Je l'ai aperçu un jour, un coup de chance. » Elle s'accouda à la balustrade près de lui. « Nous avons été chanceux aujourd'hui, mais nous ne le serons pas toujours. »« Non, » admit-il, « nous devons être mieux préparés. » Un silence confortable s'installa entre eux, bercé par les bruits lointains de la ville. Finalement, Élodie prit une profonde inspiration. « J'ai une phobie de l'eau, » dit-elle soudainement. « Je ne sais pas nager. Mes parents ont essayé de m'apprendre, mais après avoir failli me noyer à 8 ans, j'ai développé une peur panique. » Mathieu la regarda surpris par cette confession inattendue. « Je déteste le café, » répondit-il sur le même ton. « Je n'en bois jamais malgré les apparences. Ce que je commande au café est en réalité un chocolat noir très amer. » Élodie ne put s'empêcher de sourire. « Vraiment, le grand Mathieu Devrault préfère le chocolat au café ?» La déception de ma mère, qui était une puriste du café, confirma-t-il avec un sourire en coin. « Votre tour. » Je rêvais de devenir conservatrice de musée. J'ai même commencé un doctorat en histoire de l'art avant de tout abandonner. Pourquoi ? Elle haussa les épaules. La vie. Les priorités changent. Mathieu hocha la tête, comprenant qu'elle ne souhaitait pas s'étendre sur ce sujet sensible. J'ai une collection secrète de bandes dessinées, offrit-il en retour. Des éditions originales que je cache à mes associés, qui me croient exclusivement amateurs d'art contemporain. Ainsi commença leur jeu de confidence, échangeant des fragments de leur vie passées et présentes. Ils parlèrent jusqu'aux premières lueurs de l'aube, révélant progressivement qui ils étaient vraiment, au-delà des façades soigneusement construites. Les jours suivants, ils poursuivirent ces échanges, créant un rituel du soir sur cette terrasse. Élodie raconta son enfance nomade, au gré des chantiers archéologiques de ses parents. Mathieu partagea le poids des attentes familiales et sa rébellion silencieuse à travers l'art. Ils évoquèrent leurs premières amours, leurs plus grandes déceptions, leurs ambitions secrètes. Pour préparer la prochaine visite des agents, ils commencèrent également à modifier véritablement leur quotidien. Mathieu déplaça réellement ses affaires dans la chambre principale, dormant sur un matelas au sol, tandis qu'Élodie gardait le lit. Ils apprirent les petites manies de l'autre. Comment Élodie aimait son thé, brûlant avec un nuage de lait. Comment Mathieu triait méthodiquement ses vêtements, par couleur puis par type. Les allergies de l'un, fruits de mer, les plats préférés de l'autre, coq au vin. Un soir, alors qu'ils mémorisaient les détails de leurs histoires familiales, respectives, Élodie posa une question qui la taraudait depuis longtemps. « Pourquoi n'êtes-vous pas marié, Mathieu ? Je veux dire, avant tout ceci. » Il prit le temps de réfléchir avant de répondre. « J'ai été fiancé il y a 7 ans. Camille était restauratrice d'art,
brillante, passionnée. Nous avions tout planifié, la cérémonie, notre futur. Mais on même les prénoms de nos enfants. Que s'est-il passé? Demanda doucement Élodie. Elle a reçu une offre pour diriger un atelier de restauration à New York, une opportunité unique. J'étais en pleine expansion de mes galeries en Europe. Nous avons essayé de trouver un compromis, mais il haussa les épaules. Parfois, deux chemins de vie sont simplement incompatibles. Vous l'aimiez vraiment, constata Élodie, touchée par la mélancolie qui transparaissait dans sa voix. Oui, et vous? Y a-t-il eu quelqu'un avant Rémi? Le visage d'Élodie s'assombrit légèrement. Pierre, un professeur d'université. Il m'a beaucoup soutenu après la disparition de mes parents. Je pensais que nous construisions quelque chose de solide, jusqu'à ce que je découvre qu'il était marié. Une double vie parfaitement orchestrée. Je suis désolé, murmura Mathieu. C'est du passé. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai été si vulnérable face à Rémi ensuite. On cherche parfois à guérir une blessure en s'infligeant une douleur différente. Le regard qu'ils échangèrent alors était empreint d'une compréhension nouvelle, plus profonde. Pour la première fois, ils se voyaient vraiment l'un l'autre, au-delà des circonstances qui les avaient réunis. Leur moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Mathieu. Son visage se tendit en lisant le message. « Qu'y a-t-il » s'inquiéta Élodie. « Rémi a déposé une demande officielle pour rencontrer Juliette. Il prétend être une figure paternelle importante dans sa vie et exige un droit de visite. » Élodie. « Pâlit. C'est impossible. Il la terrorisait. Malheureusement, sans preuve formelle de maltraitance, la justice pourrait lui accorder ce droit. » Mathieu prit sa main dans un geste spontané de réconfort. « Ne vous inquiétez pas, nous ne laisserons pas cela arriver. » À cet instant précis, leurs doigts entrelacés, ils réalisèrent que leur pacte administratif s'était transformé en quelque chose de plus profond, une alliance véritable contre les menaces extérieures, un engagement mutuel à se protéger l'un l'autre et surtout à protéger Juliette. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que la véritable épreuve de leur union ne viendrait pas des agents de l'immigration, mais de leur propre cœur, de plus en plus impliqués dans ce qui n'aurait dû être qu'un arrangement de convenance. L'automne s'installait doucement sur Paris, teintant les jardins du Luxembourg de nuances dorées et cuivrées. Assise sur un banc, Élodie observait Mathieu et Juliette qui nourrissaient les canards du grand bassin. La petite fille riait aux éclats chaque fois qu'un oiseau s'approchait trop près, se réfugiant derrière les jambes de Mathieu, qui la rassurait avec une patience infinie. 3 mois s'étaient écoulés depuis leur mariage de convenance, 3 mois durant lesquels les frontières soigneusement établies entre eux s'étaient progressivement estompées. Les agents de l'immigration étaient revenus à 2 reprises, toujours à l'improviste, mais leur mise en scène conjugale s'était perfectionnée au point de ne plus en être vraiment une. Ils connaissaient désormais les habitudes de l'autre, anticipaient leurs besoins, partageaient un quotidien qui ressemblait de plus en plus à celui d'un véritable couple. Élodie avait quitté son emploi à la librairie pour accepter un poste d'assistante dans une maison de vente aux enchères spécialisée en art moderne, un domaine qu'elle maîtrisait et qui ravivait sa passion d'autrefois. Mathieu y était sans doute pour quelque chose, mais il avait respecté sa fierté en laissant la directrice de la maison de vente découvrir ses compétences lors d'une conversation apparemment fortuite. « Maman, regarde !» s'écria Juliette. En courant vers elle, brandissant une plume de canard comme un trophée, Mathieu dit que c'est une plume porte-bonheur. « Vraiment ?» sourit Élodie, rangeant précieusement la plume dans son sac. « Alors nous la garderons précieusement. » Mathieu les rejoignit, s'asseyant à côté d'Élodie sur le banc. « Désolé pour cette superstition improvisée. Je n'ai pas pu résister. » À son enthousiasme. « Vous êtes pardonné, » répondit-elle avec un sourire complice. « Elle collectionne tellement de trésors ces derniers temps que ma commode déborde. »« À propos, » dit Mathieu en baissant la voix pour que Juliette, retournée près du bassin, ne puisse entendre, « j'ai reçu un appel de Maître Duval. L'audience concernant la demande de Rémi est fixée à jeudi prochain. » Le visage d'Élodie se rembrunit instantanément. « Sitôt, je pensais que nous aurions plus de temps pour nous préparer. » Apparemment, il a fait accélérer la procédure en prétendant que nous l'empêchions délibérément de voir Juliette. Il posa doucement sa main sur celle d'Élodie. « Ne vous inquiétez pas, nous avons de solides arguments contre lui. »
Cette assurance ne suffit pas à apaiser Élodie. Depuis la demande de Rémi, elle vivait dans une anxiété constante, sursautant au moindre bruit, vérifiant compulsivement que les portes étaient bien verrouillées. Ses cauchemars, qui s'étaient apaisés, avaient repris de plus belle. « Et si le juge, lui, donne raison, murmura-t-elle, s'il obtient ne serait-ce qu'un droit de visite, je ne supporterai pas de savoir Juliette seule avec lui, même pour quelques heures. » Mathieu resserra légèrement sa prise sur sa main. « Cela n'arrivera pas. Juliette est suffisamment grande pour exprimer son opinion et sa terreur face à Rémi est bien réelle. De plus, nous avons recueilli des témoignages de voisins qui ont entendu ces accès de violence. » Élodie hocha la tête, tentant de puiser dans la confiance de Mathieu. Ces dernières semaines, sa présence était devenue son ancrage, sa source de stabilité dans la tempête que Rémi tentait de déclencher. Chaque soir, lorsque les cauchemars la réveillaient en sursaut, Mathieu était là, lui apportant un thé chaud, l'écoutant parler jusqu'à ce que l'angoisse reflue. Le soir même, après avoir couché Juliette, ils s'installèrent sur la terrasse. Comme à leur habitude, l'air était frais, annonçant l'hiver prochain, mais ils s'étaient enveloppés dans des plaids épais, refusant d'abandonner leur rituel nocturne. « J'ai quelque chose pour vous », annonça Mathieu en lui tendant une grande enveloppe. Intriguée, Élodie l'ouvrit pour découvrir des documents officiels. « Qu'est-ce que c'est ?»« Les résultats de nos démarches administratives. Votre acte de naissance a été rectifié et votre identité française pleinement reconnue. Vous êtes officiellement Élodie Devrault, citoyenne française, avec tous les droits associés. » Les sates yeux d'Élodie s'emplirent de larmes. Elle fixait les papiers comme s'ils étaient un trésor inestimable. « C'est terminé, vraiment terminé. Oui, vous n'êtes plus dans ce vide juridique qui vous rendait si vulnérable. Même si Rémi tentait encore de vous menacer, il n'aurait plus aucun moyen de pression. » Sans réfléchir, Élodie se jeta dans les bras de Mathieu, submergée par l'émotion. Il la serra contre lui, surpris mais heureux de cette spontanéité nouvelle. « Merci, » murmura-t-elle contre son épaule, « pour tout ce que vous avez fait. » Ils restèrent ainsi enlacés plus longtemps que nécessaire, savourant cette proximité qui n'était plus feinte pour convaincre des agents de l'immigration, mais sincèrement désirée. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, une gêne délicieuse flotta entre eux, comme si une ligne invisible venait d'être franchie. « Cela signifie-t-il que notre accord touche à sa fin ?» demanda Élodie, soudain consciente des implications de ces nouveaux papiers. La question resta suspendue dans l'air nocturne. Selon leur arrangement initial, le mariage devait durer seulement jusqu'à la régularisation de sa situation. Maintenant que c'était chose faite, quelle raison avait-il de maintenir cette union? « Techniquement, oui, » répondit Mathieu, choisissant ses mots avec soin. « Nous pourrions entamer une procédure de divorce à l'amiable dès maintenant. »« Je vois, » dit-elle, baissant les yeux vers les documents qu'elle tenait toujours. « Ce serait logique. » Un silence s'installa, lourd de non-dits et de sentiments inavoués. Finalement, Mathieu reprit la parole. Cependant, avec l'audience. Concernant Rémi qui approche, il serait peut-être plus prudent d'attendre. Notre statut de couple marié renforce notre position face à ces revendications. Bien sûr, acquiesça Élodie, à la fois soulagée et déçue par cette explication pragmatique, c'est plus raisonnable. Et puis, ajouta Mathieu avec une hésitation inhabituelle chez lui, Juliette s'est habituée à notre vie commune. Un changement brutal pourrait la perturber. Vous avez raison. Nous devrions penser à elle avant tout. Ils se regardèrent, conscients que ces justifications rationnelles masquaient une vérité plus complexe qu'aucun d'eux n'était prêt à formuler. La perspective de mettre fin à leur arrangement les effrayait, non plus pour des raisons pratiques, mais parce que des sentiments authentiques avaient germé dans ce terreau artificiel. Le jour de l'audience arriva, plongeant Élodie dans un état d'anxiété qu'elle tentait de dissimuler à Juliette. Mathieu avait insisté pour que l'enfant passe la journée chez sa nièce Clara, à l'abri des tensions du tribunal. Dans la salle d'audience, Élodie aperçut Rémi pour la première fois depuis des mois. Impeccablement vêtu, le visage composé, en une expression de sincère préoccupation paternelle, il jouait parfaitement le rôle de l'homme injustement écarté de la vie d'une enfant qu'il chérissait. Cette vision la glaça jusqu'aux os. « Ne le regardez pas », murmura Mathieu en serrant sa main. « Concentrez-vous sur moi, sur nous. »
Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années au regard perçant, examina d'abord les documents soumis par Rémi. Des photos de lui avec Juliette, lors d'événements familiaux, des dessins que l'enfant lui aurait prétendument offerts, des témoignages de connaissances attestant de son dévouement. Puis vint le tour de leur défense. Maître Duval présenta méthodiquement les preuves de comportement violent de Rémi, témoignages de voisins, rapport médical documentant les blessures d'Élodie lors d'une visite aux urgences, sous un faux nom par peur des conséquences, et surtout l'évaluation psychologique de Juliette révélant son anxiété extrême à la simple mention de Rémi. La petite manifeste tous les signes d'un traumatisme lié à des violences domestiques, conclut la psychologue qui avait examiné Juliette. Elle dessine systématiquement M. Vidal avec des traits menaçants et surdimensionnés, utilisant des couleurs sombres associées à la peur et l'angoisse. Rémi, sentant que la situation lui échappait, changea de stratégie. Tout ceci n'est qu'une manipulation orchestrée par M. Devereux, affirma-t-il avec véhémence. Ce prétendu mariage n'est qu'une mascarade destinée à m'écarter. Ils se connaissent à peine. C'est un arrangement de convenance, rien de plus. Le juge se tourna vers Élodie et Mathieu. Ces accusations sont graves. Qu'avez-vous à répondre? Mathieu s'apprêtait à parler, mais Élodie le devança, se levant avec une détermination qui surprit tout le monde, elle-même y compris. Notre mariage n'était pas conventionnel au départ, c'est vrai, commença-t-elle d'une voix claire qui se raffermissait à chaque mot. Mathieu m'a offert son aide quand j'étais au plus bas. Quand cet homme, elle désigna Rémi d'un geste ferme, me terrorisait et menaçait de me faire expulser et de m'arracher ma fille. Elle inspira profondément avant de poursuivre. Mais ce qui a commencé comme un acte de bonté s'est transformé en quelque chose de bien plus profond. Mathieu a appris à connaître Juliette, à respecter ses peurs, à célébrer ses joies. Il ne l'a jamais forcée à l'appeler papa, ne lui a jamais fait sentir qu'elle lui devait quoi que ce soit. Il l'a simplement aimée, patiemment, jour après jour. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais sa voix ne tremblait pas. Et moi, qui ne faisais confiance à personne, surtout pas aux hommes, j'ai découvert ce que signifie vraiment être respecté, être écouté. Notre mariage a peut-être commencé sur le papier, mais il est devenu réel dans nos cœurs. Un silence absolu régnait dans la salle. Même Rémi semblait momentanément déstabilisé par cette déclaration inattendue. Le juge se tourna vers Mathieu. « Et vous, monsieur Devereux, partagez-vous ce sentiment ?» Mathieu regarda Élodie avec une émotion palpable, comme s'il la voyait sous un jour nouveau. « Chaque mot qu'elle vient de prononcer est vrai, » dit-il simplement. « J'ai épousé Élodie pour l'aider, oui, mais je resterai son mari parce que je ne peux plus imaginer ma vie sans elle et sans Juliette. » Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, touchèrent Élodie au plus profond d'elle-même. Pour la première fois, elle réalisa pleinement que leurs sentiments simulés s'étaient métamorphosés en quelque chose d'authentique, presque à leur insu. Le juge observa longuement le couple avant de rendre sa décision. Rejet complet de la demande de Rémi, assortie d'une ordonnance de protection interdisant tout contact avec Élodie et Juliette. En quittant le tribunal, Élodie et Mathieu gardèrent un silence chargé d'émotions contradictoires. Ce n'est qu'une fois dans la voiture, à l'abri des regards, qu'Élodie osa poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Ce que vous avez dit là-bas, était-ce uniquement pour convaincre le juge ?» Mathieu arrêta la voiture sur le bas-côté et se tourna vers elle, son regard d'une intensité nouvelle. « Non, Élodie, chaque mot était sincère. » Il hésita puis ajouta « Et vous, cette déclaration sur notre mariage devenu réel ?»« Je le pensais, » murmura-t-elle. « Je le pense toujours. » Leurs mains se trouvèrent, s'entrelacèrent naturellement. Ils restèrent ainsi immobiles, à contempler ce lien physique qui symbolisait leur évolution. De la méfiance à la confiance, du calcul au sentiment, de la façade à la vérité. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda finalement Élodie. « Maintenant que ma situation est régularisée et que Rémi n'est plus une menace ?»« Nous pourrions, » commença Mathieu avant de s'interrompre, cherchant les mots justes, « nous pourrions essayer d'être simplement nous-mêmes, sans prétendre, sans calculer, voir où cela nous mène. » Élodie sourit, ce sourire lumineux qu'il avait d'abord entrevu 3 ans plus tôt et qui réapparaissait enfin pleinement. « J'aimerais beaucoup. »
Ce soir-là, après avoir récupéré Juliette et célébré la bonne nouvelle avec un dîner festif, ils se retrouvèrent comme toujours sur la terrasse. Mais cette fois, au lieu de s'asseoir face à face, ils prirent place côte à côte, leurs épaules se touchant légèrement. « J'ai quelque chose à vous demander, » dit Mathieu, alors qu'il contemplait les lumières de Paris. « Serait-il possible que nous abandonnions le vouvoiement? Après tout ce que nous avons traversé, il semble un peu anachronique. » Élodie sourit. « Tu as raison. C'est ridicule de continuer à se vouvoyer quand on partage le même toit depuis des mois. » « Et la même vie, » ajouta doucement Mathieu. Ils échangèrent un regard, savourant cette nouvelle intimité, linguistique qui reflétait l'évolution de leur relation. Sans un mot de plus, Mathieu se pencha vers elle, hésitant, lui laissant le temps de se dérober si elle le souhaitait. Mais Élodie ne recula pas. Au contraire, elle combla les derniers centimètres qui les séparaient. Leur premier vrai baiser n'avait rien des baisers de cinéma, passionnés et dramatiques. C'était un baiser doux, presque timide, empreint de la conscience aiguë qu'ils franchissaient ensemble un seuil important. Lorsqu'ils se séparèrent, le sourire qu'ils échangèrent contenait la promesse silencieuse d'un avenir qu'ils n'avaient pas prévu mais qu'ils accueillaient désormais avec espoir. Cette nuit-là, pour la première fois, Mathieu ne dormit pas sur le matelas au sol de la chambre principale. Ils partagèrent le même lit, non pour convaincre d'hypothétiques agents de l'immigration, mais simplement pour être ensemble, enveloppés dans la chaleur nouvelle de sentiments enfin avoués. Dans son lit, Juliette s'endormit avec un sourire, serrant contre elle la plume porte-bonheur. Elle avait perçu avec cette intuition propre aux enfants que quelque chose avait changé entre sa mère et Mathieu, quelque chose qui rendait leur maison encore plus semblable au foyer dont elle avait toujours rêvé. Le printemps parisien déployait ses charmes dans le petit jardin du Luxembourg. Assise sur un banc, Élodie observait Mathieu et Juliette qui jouaient au ballon quelques mètres plus loin. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'audience qui avait définitivement écarté Rémi de leur vie. 6 mois de bonheur tranquille, presque ordinaire, rythmé par les journées d'école de Juliette, le travail d'Élodie à la maison de vente et les projets professionnels de Mathieu. Leur relation s'était épanouie naturellement, sans précipitation. Ni déclaration grandiloquente. Chaque jour apportait son lot de petites découvertes, de complicités nouvelles, d'habitudes partagées qui cimentaient leur union désormais authentique. Juliette s'était épanouie dans cette atmosphère apaisée, développant une relation privilégiée avec Mathieu, qui l'emmenait visiter des musées et lui racontait des histoires sur les œuvres d'art avec une patience infinie. Pourtant, depuis quelques semaines, une inquiétude sourde grandissait en Élodie. Une sensation diffuse, presque imperceptible au début, mais qui s'intensifiait jour après jour. Rien dans leur quotidien ne justifiait ce malaise. Mathieu était attentionné, leur vie commune harmonieuse, leur situation financière stable. Mais quelque chose n'allait pas, et elle commençait à comprendre quoi. « À quoi penses-tu » demanda Mathieu en s'asseyant à côté d'elle, légèrement essoufflé par le jeu avec Juliette, qui s'était maintenant aventurée vers le bassin pour observer les canards. « À nous, » répondit-elle simplement, « à tout ce chemin parcouru. » Il sourit, prenant sa main avec cette tendresse qui ne s'était jamais démentie. « C'est incroyable, n'est-ce pas? Quand je pense à notre première rencontre au café... » « Mathieu, » l'interrompit doucement Élodie, « je dois te parler de quelque chose d'important. » Son ton sérieux alerta immédiatement Mathieu qui se tourna vers elle, soudain inquiet. « Que se passe-t-il? Est-ce Rémi? A-t-il essayé de te contacter à nouveau? »« Non, rien de tout cela, » le rassura-t-elle. « C'est plus personnel, plus difficile à exprimer. » Elle inspira profondément, cherchant ses mots. Comment expliquer ce sentiment complexe qui l'habitait sans blesser cet homme qu'elle aimait sincèrement? « Mathieu, ces derniers mois ont été les plus beaux de ma vie depuis très longtemps. Tu as apporté à Juliette et à moi une sécurité, une stabilité que nous n'avions jamais connue. » Mais, anticipa-t-il, percevant la réserve dans sa voix, mais je réalise que je suis passé d'une dépendance à une autre. D'abord Rémi, qui me contrôlait par la peur, et maintenant toi, qui nous protège par amour. La nature de la relation est complètement différente, mais le résultat est similaire. Je ne sais toujours pas qui je suis vraiment par moi-même. Mathieu resta silencieux un moment, digérant ces paroles qui, bien que prononcées avec douceur, le transperçaient,
Comme des lames. Tu veux me quitter? Demanda-t-il finalement, la voix légèrement enrouée. Non, répondit-elle aussitôt. Enfin, pas dans le sens où tu l'entends. Je veux prendre du recul, vivre seule avec Juliette pendant quelque temps. Découvrir qui est Élodie quand? Elle ne se définit pas par rapport à un homme, qu'il soit bourreau ou sauveur. Elle se tourna vers lui, prenant ses mains dans les siennes. « Je t'aime, Mathieu. C'est précisément parce que je t'aime que je dois faire cela. Je veux pouvoir t'aimer en tant que femme complète, libre, qui te choisit pleinement, pas qui s'accroche à toi par nécessité ou par gratitude. » Mathieu baissa les yeux vers leurs mains jointes, luttant visiblement contre une vague d'émotions contradictoires. « Je comprends, » dit-il finalement. « Même si cela fait mal, je comprends. »« Vraiment ?» demanda-t-elle, soulagée mais surprise par son acceptation. « J'ai toujours admiré ta force, Élodie, cette même force qui t'a permis de survivre à Rémi, de protéger Juliette contre vent et marée. Je serais hypocrite de vouloir l'étouffer maintenant qu'elle se tourne vers une forme d'indépendance. » Il leva les yeux vers Juliette qui leur faisait de grands signes près du bassin. « Et puis je serai toujours là, pour vous deux. Différemment, peut-être, mais présent. » Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux, émue par cette compréhension qui confirmait la justesse de ses sentiments pour lui. « Merci, » murmura-t-elle, « pour être exactement l'homme que je pensais que tu étais. » Dans les semaines qui suivirent, ils préparèrent soigneusement cette transition. Mathieu aida Élodie à trouver un petit appartement dans le 11e arrondissement, un quartier vivant et abordable, à mi-chemin entre son travail et la nouvelle école de Juliette. Il s'assura que le loyer correspondait à ses moyens actuels, respectant son besoin d'indépendance financière. Expliquer la situation à Juliette fut l'étape la plus délicate. Un dimanche matin, ils s'assirent avec elle dans le salon, Mathieu ayant préparé des chocolats chauds pour adoucir la conversation. « Ma chérie, » commença Élodie, « maman et Mathieu avons pris une décision importante à te partager. » Juliette les regarda tour à tour, son intuition d'enfant détectant immédiatement la gravité du moment. « Vous allez vous séparer » demanda-t-elle directement, avec cette franchise désarmante propre à son âge. Élodie et Mathieu échangèrent un regard surpris. « Pas exactement, » répondit Élodie. « Mathieu et moi nous aimons toujours beaucoup, mais maman a besoin d'un peu d'espace pour se retrouver. » Juliette fronça les sourcils, confuse. « Tu t'es perdue ?» Mathieu sourit malgré lui. « Ta maman veut dire qu'elle a besoin de vivre. Seule avec toi pendant un moment, pour redevenir forte par elle-même. Comme quand on enlève les petites roues d'un vélo, suggéra Juliette. « Exactement comme ça, » confirma Mathieu, impressionné par sa perspicacité. « On garde les petites roues le temps d'apprendre l'équilibre, puis on les enlève pour rouler vraiment librement. Mais tu seras toujours mon Mathieu ?» insista l'enfant, son regard soudain inquiet. Il s'agenouilla devant elle, la prenant doucement par les épaules. « Toujours. Je te promets que je serai toujours là pour toi. Nous ne vivrons plus sous le même toit, mais je viendrai te voir souvent. Nous irons toujours au musée ensemble, et tu pourras m'appeler quand tu voudras. » Cette promesse sembla apaisée. L'enfant, qui réfléchit un moment avant de demander « Est-ce qu'on aura un chat dans le nouvel appartement ?» Élodie éclata de rire, soulagée par cette question pragmatique qui désamorçait la tension. « Nous verrons, ma chérie. C'est possible. » Le déménagement eut lieu 1 mois plus tard, par une douce journée de juin. L'appartement qu'Élodie avait choisi était modeste mais lumineux, avec 2 chambres donnant sur une petite cour intérieure où poussait un marronnier centenaire. Les murs fraîchement peints en blanc attendaient les touches personnelles qui en feraient un foyer. Mathieu avait insisté pour les aider à s'installer, transportant les cartons, montant les meubles, accrochant les étagères. Ils travaillèrent ensemble toute la journée, dans une atmosphère étrange mêlant la mélancolie des adieux et l'excitation des nouveaux départs. Le soir venu, après avoir installé le lit de Juliette et rangé ses jouets, l'enfant s'endormit. Rapidement, épuisé par l'effervescence de la journée, Élodie et Mathieu se retrouvèrent seuls dans le petit salon encore encombré de cartons. « Tu es sûr que vous avez tout ce qu'il vous faut ?» demanda Mathieu, cherchant à retarder le moment du départ. « Oui, » sourit Élodie. « Grâce à toi, nous sommes parfaitement installés. » Un silence s'installa, chargé d'émotions contenues. Finalement, Mathieu s'approcha d'elle, caressant doucement sa joue. « Je respecte ta décision, Élodie. Je l'admire même, mais sache que je t'attendrai tout le temps qu'il faudra. »
Elle appuya son visage contre sa paume, savourant ce contact qui lui manquerait terriblement. « Je ne te demande pas de m'attendre. Ce ne serait pas juste. »« L'amour n'a jamais été une question de justice, » répondit-il simplement, « mais de choix. » Ils s'embrassèrent longuement, tendrement, un baiser qui n'était pas un adieu mais une promesse silencieuse. Puis Mathieu partit, la laissant seule dans cet espace qui était désormais le sien, avec ses possibilités et ses défis. Les premières semaines furent les plus difficiles. La solitude des soirs, une fois Juliette couchée, pesait parfois lourdement sur Élodie. Elle s'était habituée à la présence rassurante de Mathieu, à leurs conversations nocturnes sur la terrasse, à cette complicité quotidienne qui avait rythmé leur vie commune. Mais progressivement, elle découvrit une nouvelle forme de liberté, celle de décider seule de l'organisation de ses journées, de ses menus, de la décoration de son espace. Des choix minuscules, insignifiants pour beaucoup, mais qui représentaient pour elle des victoires sur des années de contrôle et de dépendance. Elle reprit ses études, s'inscrivant à des cours du soir pour compléter son doctorat en histoire de l'art, abandonné des années plus tôt. Son travail à la maison de vente lui offrait une flexibilité précieuse et sa directrice, impressionnée par ses connaissances, lui confia progressivement des responsabilités plus importantes. Mathieu respecta scrupuleusement son besoin d'espace. Il voyait Juliette régulièrement, l'emmenant au musée ou au parc le mercredi après-midi et un week-end sur 2. Avec Élodie, les contacts étaient de plus distants. Quelques messages, des appels occasionnels pour prendre des nouvelles, toujours empreints de respect et de retenue. Un soir d'automne, alors qu'Élodie travaillait sur un mémoire pour ses études, son téléphone sonna. C'était Mathieu, sa voix inhabituellement tendue. « Bonsoir Élodie. Excuse-moi de te déranger si tard, mais j'ai une nouvelle importante à te partager. Rémi a quitté la France. Il a accepté un poste à Singapour pour au moins 3 ans. » Élodie sentit un poids immense se lever de ses épaules. Bien que l'ordonnance de protection les ait protégés jusque-là, la présence de Rémi dans la même ville avait toujours constitué une ombre sur leur tranquillité. « Comment as-tu appris cela ?» demanda-t-elle, encore sous le choc. « J'avais demandé à un détective privé de le surveiller discrètement, une simple mesure de précaution. » Cette révélation la toucha profondément. Même à distance, même respectant son besoin d'indépendance, Mathieu continuait à veiller sur leur sécurité. « Merci, dit-elle simplement, pour cette nouvelle et pour tout le reste. » Un silence confortable s'installa, différent de leur silence précédent, plus apaisé. « Comment vas-tu, Élodie ? Vraiment ?» Elle sourit, réalisant que c'était la première fois depuis longtemps qu'on lui posait cette question et qu'elle pouvait y répondre avec une sincérité totale. « Je vais bien, vraiment bien. J'ai repris mes études, mon travail me passionne, et Juliette s'épanouit à l'école. J'ai même adopté un chat comme elle le souhaitait, un petit tigré qui s'appelle Monet. » Le rire de Mathieu résonna à l'autre bout du fil. « Monet, sérieusement ?» C'était l'idée de Juliette. Elle dit qu'il peint avec sa queue quand il renverse les objets. Ils rirent ensemble, et cette complicité retrouvée réchauffa le cœur. « Élodie. Et toi, demanda-t-elle, comment vas-tu ? Occupé, j'ouvre une nouvelle galerie à Lyon le mois prochain, et j'ai commencé à restaurer une vieille maison dans le Luberon, un projet personnel. Une maison, c'est nouveau ça. Disons que les priorités évoluaient avec le temps, répondit-il énigmatiquement. Un jour peut-être que je te la montrerai. Cette invitation voilée flotta entre eux, pleine de possibilités futures. J'aimerais beaucoup, dit-elle doucement. Après avoir raccroché, Élodie resta longtemps immobile devant la fenêtre ouverte, contemplant le ciel nocturne de Paris. Pour la première fois depuis qu'elle avait pris cette décision difficile de séparation temporaire, elle entrevoyait clairement ce qu'elle cherchait. Non pas une vie sans Mathieu, mais une vie où elle pourrait l'aimer en étant pleinement elle-même, forte et indépendante. Cette nuit-là, elle écrivit longuement dans le journal qu'elle avait commencé à tenir depuis son déménagement. Elle y déversait ses pensées, ses doutes, ses petites victoires quotidiennes. En relisant les premières pages, elle fut frappée par l'évolution de son écriture. Hésitante et craintive au début, elle était devenue progressivement plus affirmée, plus confiante. « Aujourd'hui, écrivit-elle, j'ai compris que l'indépendance n'est pas l'absence de lien, mais la capacité de choisir librement ses attachements. Je commence à me sentir prête, non pas à revenir en arrière, mais à avancer vers quelque chose de nouveau.
Quelque chose que je choisirais pleinement, les yeux ouverts, le cœur entier. Les semaines suivantes, les appels entre Élodie et Mathieu se firent plus fréquents, plus longs, leurs conversations s'enrichissant de confidences nouvelles, de projets partagés, d'une intimité qui se reconstruisait sur des bases différentes. Juliette, observatrice perspicace, remarqua ce changement. « Tu souris beaucoup quand tu parles avec Mathieu », commenta-t-elle un soir alors qu'Élodie venait de raccrocher après une longue conversation. « C'est vrai », admit Élodie, caressant les cheveux de sa fille. « Il me rend heureuse. »« Alors pourquoi on ne vit pas avec lui ?» demanda Juliette. Avec la logique implacable de l'enfance. Élodie réfléchit un moment, cherchant les mots justes pour expliquer cette situation complexe. « Tu te souviens quand tu as appris à nager cet été? Au début, tu avais besoin des brassards pour te sentir en sécurité. » Juliette hocha la tête attentive. « Puis un jour, tu as voulu essayer sans brassard, pour voir si tu pouvais flotter toute seule. Tu avais un peu peur, mais tu étais aussi très fière quand tu as réussi, tu te rappelles? » « Oui, j'ai nagé, toute seule jusqu'au bord. C'est exactement ce que maman fait en ce moment. J'apprends à nager seule dans la vie pour être sûre de pouvoir le faire. Mais cela ne veut pas dire que je n'aime plus l'eau ou que je ne veux plus jamais nager avec quelqu'un à mes côtés. » Juliette sembla méditer cette explication, puis sourit, satisfaite. « Quand tu auras fini d'apprendre, on pourra retourner avec Mathieu. » Élodie embrassa sa fille sur le front. « Peut-être, mais ce sera différent d'avant. Meilleur, je crois. » Cette conversation avec Juliette cristallisa quelque chose en Élodie. 6 mois s'étaient écoulés depuis leur séparation. 6 mois pendant lesquels elle avait reconstruit sa confiance, retrouvé ses ambitions professionnelles, appris à gérer seule le quotidien d'une famille. Elle se sentait enfin prête, non pas à revenir en arrière, mais à faire un choix conscient, délibéré, celui d'aimer Mathieu non plus par nécessité ou gratitude, mais par désir et reconnaissance de ce qu'ils pouvaient construire ensemble. Le cas. Moment était venu de franchir une nouvelle étape dans leur histoire improbable, une histoire qui avait commencé par un arrangement pratique et qui s'épanouissait maintenant dans une authenticité chèrement acquise. Les feuilles dorées tourbillonnaient dans l'air frais d'octobre, tandis qu'Élodie descendait les marches du métro Saint-Paul. Le café des artistes n'avait pas changé, sa devanture rouge légèrement défraîchie, résistant stoïquement au temps qui passe. C'était ici que tout avait commencé, presque 2 ans auparavant, quand une petite fille courageuse avait osé demander à un inconnu de sauver sa mère. Élodie s'arrêta un instant devant la vitrine, ajustant nerveusement sa robe, une simple tenue bleu marine qui mettait en valeur ses yeux et sa silhouette désormais plus assurée. Ces derniers mois d'indépendance l'avaient transformée subtilement. Sa démarche était plus droite, son regard plus direct, son sourire plus spontané. En poussant la porte du café, elle fut accueillie par le tintement familier de la clochette et l'odeur réconfortante de café fraîchement moulu. Philippe, l'ancien patron qui l'avait employé, la reconnut immédiatement. « Élodie, quelle surprise, tu es venue pour récupérer ton poste ?» plaisanta-t-il en essuyant ses mains sur son tablier. « Pas aujourd'hui, Philippe, » répondit-elle, avec un sourire. « J'ai rendez-vous. » Mathieu était déjà là, assis à la même table où Juliette l'avait abordé ce jour fatidique. Il portait une chemise bleu clair sans cravate, les manches légèrement retroussées, révélant cette petite cicatrice au poignet gauche qu'Élodie avait mentionnée lors de l'interrogatoire des agents d'immigration. En la voyant entrer, il se leva, son visage s'illuminant d'un sourire qui trahissait son émotion. « Tu es venu, » dit-il simplement lorsqu'elle s'approcha. « Tu en doutais ?» demanda-t-elle, surprise par cette incertitude chez un homme habituellement si confiant. « Disons que j'espérais sans oser y croire complètement. » Ils s'assirent de face à face, un silence chargé d'émotions s'installant entre eux. Malgré leur conversation téléphonique régulière, c'était la première fois qu'ils se retrouvaient seuls, sans Juliette, depuis leur séparation 8 mois plus tôt. « Comment va notre petit artiste ?» demanda Mathieu pour briser la glace. Elle va bien, très bien même. Elle a remporté un concours de dessin à l'école la semaine dernière. Un paysage étonnamment mature pour son âge. Elle tient ça de sa mère, dit-il avec une tendresse évidente. Un serveur vint prendre leur commande. Un chocolat chaud pour Mathieu. Élodie sourit en se rappelant cette confidence sur son aversion pour le café et un thé Earl.
Gré pour elle. J'ai apporté quelque chose, annonça Élodie en sortant une grande enveloppe de son sac. Des papiers importants. Mathieu observa l'enveloppe sans la toucher, une lueur d'appréhension dans le regard. Quel genre de papier? Notre divorce, répondit-elle calmement, posant l'enveloppe entre eux comme un pont ou une barrière, selon la perspective. Le visage de Mathieu se figea imperceptiblement. Je vois. Je pense qu'il est temps de mettre fin à notre arrangement initial, continua Élodie, choisissant soigneusement ses mots. Ce mariage de convenance a rempli son objectif. Il m'a permis d'obtenir mes papiers, de me protéger de Rémi, de reconstruire ma vie. Mathieu acquiesça lentement, son regard ne quittant pas l'enveloppe. Bien sûr, c'était l'accord depuis le début. Leurs boissons arrivèrent, créant une pause dans cette conversation lourde de non-dits. Élodie observa Mathieu qui remuait distraitement son chocolat, le visage assombri par une tristesse qu'il tentait de dissimuler. « Ne vas-tu pas les ouvrir ?» demanda-t-elle finalement, désignant les documents. « À quoi bon ?» répondit-il avec un sourire résigné. « Nous savons tous les deux ce qu'ils contiennent. En es-tu certain ?» Cette question le fit relever les yeux, intrigué par le ton énigmatique d'Élodie. Avec une lenteur délibérée, il ouvrit l'enveloppe et en sortit les documents, parcourant rapidement les premières lignes. Son expression passa de la résignation à la confusion puis à une surprise totale. « Ce ne sont pas des papiers de divorce, constata-t-il incrédule. « Non, confirma Élodie, un sourire se dessinant sur ses lèvres, c'est une demande de renouvellement de vœux. J'ai pensé qu'après un mariage de convenance, nous méritions peut-être une vraie cérémonie, une célébration sincère cette fois. » Mathieu restait sans voix, relisant les documents comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. « Ces 8 mois loin de toi ont été nécessaires, Mathieu, » continua Élodie, sa voix s'adoucissant. « J'avais besoin de me prouver que je pouvais exister par moi-même, que je n'étais plus cette femme terrifiée qui dépendait des autres pour survivre. J'avais besoin de découvrir qui était vraiment Élodie, au-delà des rôles de victime, de mère ou d'épouse. »« Et qu'as-tu découvert ?» demanda-t-il doucement. « Que je suis plus forte que je ne le pensais, que je peux construire une vie stable. Pour Juliette et moi, que j'aime profondément l'histoire de l'art et que je veux terminer mon doctorat. » Elle fit une pause, plongeant son regard dans le sien. « Et surtout que je t'aime, non pas parce que tu m'as sauvé, non pas par gratitude ou par besoin, mais parce que l'homme que tu es me touche profondément. » Mathieu tendit la main par-dessus la table, prenant la sienne avec une émotion palpable. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Élodie, même quand tu es partie, même quand j'ai dû apprendre à respecter ton besoin d'espace. Chaque jour sans toi et Juliette a été incomplet. J'ai beaucoup réfléchi à notre histoire, reprit Élodie. Elle a commencé de façon si inhabituelle, presque comme un contrat commercial. Mais ce que nous avons construit ensemble dépasse de loin cet arrangement initial. Nous avons créé quelque chose d'authentique à partir d'une situation artificielle. Une alchimie inattendue, sourit Mathieu. Transformer le plomb en or. Exactement. Et maintenant je voudrais recommencer, pas pour effacer notre passé, mais pour choisir consciemment notre avenir. Cette fois, je ne t'épouserai pas pour des papiers ou pour fuir un danger. Je t'épouserai parce que je veux construire ma vie avec toi. » Les yeux de Mathieu brillaient d'une émotion contenue. « Et Juliette? Qu'en pense-t-elle » Élodie sourit tendrement. « Elle m'a demandé hier soir pourquoi nous ne vivions pas avec toi alors que tu me fais sourire. Les enfants ont cette façon désarmante d'aller droit à l'essentiel. Et qu'as-tu répondu? Que j'apprenais à nager seul, mais que bientôt nous pourrions nager ensemble. Elle a parfaitement compris la métaphore. » Mathieu serra sa main plus fort, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle. « Alors tu reviendrais vivre avec moi, dans notre appartement ?» Élodie hésita légèrement. « En fait, j'avais pensé à autre chose. Ces 8 mois m'ont aussi appris que j'avais besoin d'un nouveau départ. Pas seulement une reprise de notre vie d'avant, mais quelque chose que nous construirions ensemble, à égalité. Que proposes-tu? Tu as mentionné cette maison que tu restaures dans le Luberon. J'ai toujours rêvé de vivre à la campagne, dans un endroit avec un jardin, où Juliette pourrait jouer librement, où Monet, notre chat, pourrait explorer sans danger. » Le visage de Mathieu s'illumina d'une joie presque enfantine. « Tu serais prête à quitter Paris, à recommencer ailleurs ?»« Pas tout de suite, » précisa Élodie. « J'ai encore mon doctorat, ça a terminé, et Juliette est bien intégrée dans son école.
Mais nous pourrions y passer les week-ends, les vacances, préparer progressivement cette transition. Et ton travail à la maison de vente? J'ai reçu une proposition pour devenir consultante indépendante. Je pourrais travailler en partie à distance, revenir à Paris pour les ventes importantes. Elle sourit, confiante. J'ai appris à négocier ma valeur professionnelle ces derniers mois. Mathieu se leva soudainement, contourna sa table et s'agenouilla devant elle, ignorant les regards curieux des autres clients. Élodie Mercier, ou devrais-je dire Devreau, acceptes-tu de m'épouser? Pour de vrai cette fois, sans contrainte, sans nécessité, juste par amour. Laissez. Larmes aux yeux, Élodie prit son visage entre ses mains. Oui, 1000 fois oui. Leurs lèvres se trouvèrent dans un baiser qui scellait cette promesse renouvelée, ce choix conscient de s'aimer en pleine liberté. « J'ai quelque chose à te montrer », dit Mathieu après ce moment d'émotion intense. « Est-ce que tu peux me rejoindre ce week-end dans le Luberon? Avec Juliette, bien sûr. La maison mystérieuse ?» sourit Élodie. « Plus qu'une maison, un projet que j'ai commencé pour vous, pour nous, même quand je n'étais pas certain que tu reviendrais un jour. » Le week-end suivant, après un voyage en TGV jusqu'à Avignon, puis 1 heure de route à travers les paysages somptueux de la Provence automnale, leur voiture s'engagea sur un chemin bordé de cyprès. Au bout de l'allée, apparut une bastide, provençale aux murs ocre, entourée d'oliviers centenaires. Juliette, qui s'était endormie pendant le trajet, se réveilla juste à temps pour s'émerveiller devant cette vision. « C'est chez toi, Mathieu ?» demanda-t-elle les yeux écarquillés. « C'est chez nous, si vous le voulez », répondit-il guettant la réaction d'Élodie. Ils descendirent de voiture, accueillis par le chant des cigales et le parfum enivrant de la lavande qui bordait l'allée. Mathieu les guida à travers la propriété, leur montrant les rénovations en cours, la cuisine spacieuse avec ses poutres apparentes, le salon chaleureux centré autour d'une cheminée en pierre, les chambres lumineuses aux fenêtres ouvrant sur les collines ondulantes. « Et voici ce que je voulais te montrer particulièrement », dit-il en conduisant Élodie vers une pièce à l'écart, tandis que Juliette explorait le jardin. « J'espère que ça te plaira. » Il ouvrit la porte sur un atelier baigné de lumière naturelle. Des étagères couraient le long des murs, prêtes à accueillir des livres et des documents. Un bureau spacieux faisait face à une grande fenêtre, offrant une vue imprenable sur le paysage provençal. « Ton espace de travail, » expliqua Mathieu. « Pour tes recherches, ton doctorat, tes futurs projets. J'ai pensé que tu aurais besoin d'un lieu à toi totalement indépendant, où tu pourrais développer ta carrière académique. » Élodie resta sans voix, touchée par cette attention qui démontrait combien il avait compris son besoin d'autonomie et d'accomplissement personnel. « C'est parfait, » murmura-t-elle finalement, émue aux larmes. « Absolument parfait. Il y a autre chose, » ajouta Mathieu en l'entraînant vers le jardin arrière. Là, sous un grand chêne, une balançoire avait été installée. À côté, un espace était délimité par des pierres blanches. « Pour le potager de Juliette, » expliqua-t-il. « Elle m'a dit qu'elle rêvait de faire pousser des tomates et des fraises. » Élodie se tourna vers lui, submergée par l'émotion. « Tu as pensé à tout. » J'ai essayé. Cette maison représente ce que j'espère pour notre avenir. Un espace où chacun peut s'épanouir tout en restant connecté aux autres, de l'indépendance dans l'unité. Ils observèrent Juliette qui courait après un papillon, son rire cristallin résonnant dans l'air pur de la campagne. « Je n'aurais jamais imaginé cette vie il y a 2 ans, » confessa Élodie. « Quand Juliette t'a abordé ce jour-là au café, j'étais terrifié, humilié, désespéré. Et maintenant je suis reconnaissante. Non pas seulement pour ce que tu as fait pour nous, mais pour ce que cette épreuve m'a permis de découvrir en moi. J'ai dû me perdre complètement pour me retrouver vraiment. » Mathieu l'attira contre lui, contemplant le paysage qui s'étendait devant eux, promesse d'un avenir à construire ensemble. « Sais-tu ce qui m'a fait tomber amoureux de toi? Ce n'était pas ta beauté, bien qu'elle soit indéniable. C'était cette flamme en toi, cette détermination à protéger Juliette envers et contre tout, même quand tu n'avais plus rien. Et toi, » répondit Élodie en se blottissant contre lui, « je t'ai aimé non pas pour ton aide ou ta générosité, mais pour ta façon de me voir, vraiment me voir, quand j'étais invisible pour le reste du monde. » Juliette revint vers eux en courant, ses joues rosies par l'excitation et l'air frais. « Maman, Mathieu, j'ai trouvé un chat dans la grange, est-ce qu'on peut le garder? Monet aura un ami. » Ils éclatèrent de rire.
cette simple question domestique incarnant parfaitement leur nouvelle réalité. Une famille qui se choisissait, jour après jour, dans les grands moments comme dans les petits. 3 mois plus tard, par une douce journée de printemps, ils se réunirent dans le jardin de la Bastide pour une cérémonie intime. Seuls quelques amis proches étaient présents. La directrice de la maison de vente, devenue mentor d'Élodie, maître Limon, Duval et son épouse. La nièce de Mathieu, Clara, désormais grande amie de Juliette. Sous une arche fleurie, Élodie et Mathieu échangèrent des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, des promesses sincères nées de leur parcours unique. « Je te promets non pas de te sauver, mais de marcher à tes côtés, » déclara Mathieu. « Non pas de te protéger de la vie, mais de t'accompagner dans ses défis. Non pas de t'offrir un refuge, mais de construire avec toi un foyer où chacun pourra grandir en liberté. Je te promets de t'aimer, non par nécessité, mais par choix. » Répondit Élodie, radieuse dans une simple robe de soie ivoire. De chérir notre histoire avec ses débuts improbables et ses détours inattendus. De me rappeler chaque jour que l'amour véritable n'est pas une prison dorée, mais un espace où l'on peut déployer ses ailes. Juliette, rayonnante dans sa robe de demoiselle d'honneur, s'avança solennellement, portant un coussin où reposaient 2 alliances en argent. Elle les avait choisies elle-même, économisant pendant des mois son argent de poche pour participer à leur achat. « Ces anneaux sont pour des gens qui s'aiment pour de vrai », déclara-t-elle avec l'assurance tranquille de ceux qui savent reconnaître l'authenticité des sentiments. Élodie et Mathieu échangèrent un regard ému, reconnaissant la profonde vérité dans les paroles de l'enfant. Ils passèrent les alliances à leurs doigts, symbole non plus d'un contrat administratif, mais d'un engagement librement consenti. « Ce qui m'émerveille, » confia plus tard Élodie à Mathieu, alors qu'ils dansaient sous les étoiles provençales, « c'est que notre histoire aurait pu se terminer de tant de façons différentes. Si Juliette n'avait pas eu le courage de t'aborder ce jour-là, si tu n'avais pas trouvé la force de quitter Rémi malgré tes peurs, si tu n'avais pas respecté mon besoin d'indépendance, nous sommes la somme de nos choix, » conclut Mathieu, l'attirant plus près de lui. « Et je choisis de t'aimer, Élodie, aujourd'hui et tous les jours qui suivront. » Dans les années qui suivirent, leur vie connut ses lots de défis et de joie. Élodie termina son doctorat et devint enseignante à l'université d'Aix-en-Provence. Partageant sa passion pour l'art avec de nouvelles générations d'étudiants, Mathieu continua à développer ses galeries, tout en consacrant plus de temps à des projets personnels, notamment la création d'une fondation soutenant les femmes victimes de violences. Juliette grandit, s'épanouit, développant un talent artistique prometteur et une compassion rare pour les autres, héritage des épreuves traversées dans son enfance. Le potager qu'elle avait commencé sous le chêne s'étendit progressivement, devenant un véritable jardin où elle expérimentait avec passion, à l'image de sa propre vie qui s'enracinait et fleurissait. Les matins dans la Bastide provençale débutaient souvent par un rituel simple mais précieux. Un café pour Élodie, un chocolat chaud pour Mathieu et des conversations tranquilles sur la terrasse. Parfois, ils évoquèrent le passé, ce chemin improbable qui les avait menés l'un vers l'autre. Plus souvent, ils parlaient de l'avenir, des projets à construire, des rêves à poursuivre. Ensemble, mais chacun à sa manière. Car ils avaient appris, à travers les détours et les obstacles de leur histoire, que les meilleures histoires d'amour ne sont pas celles qui commencent par un coup de foudre, mais celles qui se construisent jour après jour, à force de courage, de respect mutuel et de choix conscients. Non pas s'aimer par habitude ou par dépendance, mais choisir chaque matin de s'aimer à nouveau, en pleine liberté.